Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le droit d'allaiter. Rechercher s'il existe un droit à allaiter section 3, suppose en préalable que soit défini l'allaitement lui-même section 1, et questionner la pertinence même de la question section 2. Section 1. Un préliminaire, la définition de l'allaitement. Les recherches en matière d'allaitement sont souvent fondées sur des méthodologies inappropriées, et surtout diverses. Elles butent fréquemment sur des définitions différentes de ce qu'est un allaitement. Ainsi, à titre d'exemple, en Occident, tend-on souvent à qualifier d'allaitement une pratique qui consiste en réalité en un allaitement mixte. Or, sur le plan sanitaire, les conséquences en sont tout autres, en sorte qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions sur l'allaitement, à partir de cohortes comprenant des allaitements mixtes. Pour notre part, nous retiendrons dans cet ouvrage les définitions de l'allaitement suivantes, telles qu'elles sont énoncées par l'OMS. Constitue un allaitement maternel exclusif, le fait pour l'enfant de recevoir exclusivement du lait maternel provenant de sa mère ou d'une autre femme qui l'allaite, ou du lait maternel exprimé, mais aucun autre liquide ou solide à l'exception de gouttes ou de sirop consistant en vitamines, suppléments minéraux ou médicaments. Constitue un allaitement maternel prédominant, le fait pour l'enfant de recevoir comme principale ressource nutritionnelle du lait maternel. Il peut néanmoins recevoir de l'eau et d'autres boissons à base d'eau, des sels de réhydratation orale, des vitamines et minéraux, des médicaments sous forme de gouttes ou de sirop et des liquides rituels en quantité toutefois limitée. Dans cette définition, aucun aliment liquide à l'exception d'eau sucrée ou de jus de fruits n'est accepté. Constitue une alimentation complémentaire, le fait pour l'enfant de recevoir à la fois du lait maternel et de la nourriture solide ou semi-solide. Dans cette définition, il n'est pas fait mention de lait de substitution industrielle. Enfin, constitue une absence d'allaitement maternel, le fait pour l'enfant de ne recevoir aucun lait humain. L'OMS ne définit donc pas l'allaitement mixte. Il peut être retenu qu'il consiste pour l'enfant à être nourri partiellement par du lait maternel et par un lait de substitution, qu'il soit industriel ou qu'il soit du lait de vache ou animal ordinaire, que l'enfant reçoive en même temps des solides ou autres liquides ou non. Sur le plan juridique, il pourra parfois soulever des questions communes à celles de l'allaitement exclusif. Reste à s'interroger sur l'existence du droit à allaiter ou à l'être. Section 2. Pourquoi un droit d'allaiter ? La question ici abordée est le plus souvent présentée, dans notre pays, comme étant celle d'un droit pour la femme de choisir librement entre allaitement et non-allaitement. C'est notamment la présentation qu'en fait un auteur, Eric Martin, La liberté de la femme en couche et l'alimentation de son nourrisson en droit. Rêve, Galdraive Medical 2004, page 315. En réalité, la question ne se pose jamais en ces termes. La liberté de choix de la femme est en effet totale, non seulement sur le plan juridique, mais encore sur le plan psychosocial. Aucune pression n'est jamais exercée sur une mère qui décide de ne pas allaiter, ou de sevrer précocement. Les mères qui n'allaitent pas sont non seulement soutenues dans leur choix par l'absence d'interdiction ou de limitation, sur le plan juridique, mais encore par le fait que le modèle social ambiant est le biberon. Bien au contraire, la mère qui allaite et plus certainement encore, celle qui prolonge son allaitement au-delà des limites actuellement supportées dans nos contrées, guère plus de 3 à 4 mois en France, subit de nombreuses critiques et remarques et a du mal à imposer son choix, que ce soit dans son entourage ou dans diverses situations de vie que nous développerons tout au long de cet ouvrage. Le monde qui l'entoure ne lui montre qu'un modèle, celui du biberon. Les carnets de maternité ont longtemps pu être décorés de jolis biberons. Les pages réservées à l'examen du 9e mois ne comportaient aucune mention de l'allaitement. Il est acquis qu'arrivé à cet âge, le nourrisson doit nécessairement être biberonné. Chaque restaurant ou fast-food dispose de chauffe-biberons, mais aucun ne propose de lieu où allaiter en toute discrétion. Les cadeaux de bienvenue offerts par les proches sont immanquablement des ustensiles destinés à l'allaitement artificiel. Les psys les plus médiatisés, aussi acculturés que leurs contemporains, y vont de leurs petites phrases sur les mères castratrices, voire pour les plus machistes d'entre eux, sur le droit du père à récupérer les seins de la mère passés les premiers mois. Plus insidieusement,
Le message le plus courant qu'il est donné d'entendre est que la mère qui allaite se doit de rester discrète, afin de ne pas culpabiliser les autres. Le droit d'allaiter est alors pleinement posé en tant que question juridique, comme en tant que question sociale. Car la mère qui allaite, surtout au-delà de quelques semaines, a constamment à se justifier, à se défendre, dans toutes les situations que nous évoquerons dans les chapitres suivants. De sorte qu'elle s'interroge souvent sur l'existence d'un droit à allaiter ou pour son enfant, à l'être. Cependant, en réalité, la question ne se pose pas fréquemment en ces termes trop généraux. Il est généralement plus pertinent de rechercher les solutions techniques et spéciales qu'offrent les différentes branches du droit. Reste qu'en présence d'un vide juridique au sein de celle-ci ou d'attaque frontale sur le principe même de l'allaitement, par exemple, un juge ordonnant à une mère de sevrer son enfant, il n'est pas inintéressant de s'interroger en termes de principe. C'est que d'une part, ceux-ci doivent éclairer le sens à donner à des questions techniques. D'autre part, les droits humanitaires doivent en principe primer sur toute autre considération et spécialement sur des normes spéciales contraires. Ils pourraient par exemple être invoqués contre les normes relatives à la liberté du commerce, comme nous le verrons infra. Il est donc utile de rechercher quels sont les supports textuels de ces règles générales. Section 3. Quelques pistes textuelles. Notre société ne le plaçant guère au centre de ses préoccupations, le législateur n'a jamais éprouvé la nécessité de faire figurer dans une disposition spécifique quelconque l'existence d'un droit général à l'allaitement. 1. Certaines règles pourraient certes susciter l'espoir à cet égard, mais elles ne présentent pas de caractère obligatoire. 2. Il faut alors se reporter vers des règles générales, 3, ou allusives, 4, qui sont bel et bien contraignantes. 1. L'absence de règles obligatoires spécifiques. Il n'existe aucune norme précise qui soutienne le droit d'allaiter ni corrélativement le droit à l'être. Si le droit d'allaiter pourrait faire sans dommage l'objet d'une protection législative, le droit à l'être ne le pourrait certainement pas, qui conduirait à imposer nécessairement aux mères d'allaiter. Une telle disposition constituerait d'ailleurs sans doute une atteinte aux libertés individuelles et à des normes supérieures, et notamment aux articles 16 du Code civil renvoyant au droit au respect de l'intégrité corporelle et 8 de la Convention EDH, relative à la protection de l'intimité de la vie privée. L'éventualité d'une telle législation est toutefois pure hypothèse d'école dans un pays comme le nôtre. Pourtant des normes internationales nous y incitent. L'existence de règles spécifiques non obligatoires. Le Code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 1981 par l'OMS, V-Infra, chapitre 2, affirme dans son préambule « Le droit de tout enfant, de toute femme et de toute femme allaitante à une nourriture adéquate en tant que moyen d'acquérir et de conserver la santé ». Or c'est bien l'allaitement au sein qui peut seul procurer cette santé optimale, puisqu'il est énoncé plus loin, conscient du fait que l'allaitement est un moyen inégalé de donner aux nourrissons la nourriture idéale, et que l'allaitement au sein constitue un aspect important des soins de santé primaires. Surtout, il est relevé que les modes d'alimentation inadéquats et notamment l'utilisation de substituts industriels, sont cause de malnutrition, de morbidité et de mortalité, et que, pour conclure, des pratiques incorrectes dans la commercialisation de ces substituts peuvent aggraver ces importants problèmes de santé publique. Il est donc clair que pour l'Organisation sanitaire onusienne, il existe un véritable droit à allaiter et surtout un droit corrélatif à être allaité, que les États doivent protéger. Pour autant, comme il sera étudié infra, ce texte n'a, du moins en France, qu'une valeur incitative. En réalité, seules des règles générales ont un caractère contraignant pour la France. 3. L'existence de règles obligatoires non spécifiques. Il paraît possible, pour venir au secours de l'allaitement maternel, dans des situations de vide juridique ou d'attaque frontale portée à son encontre, de se référer à des textes à vocation générale. Ces textes peuvent servir d'outils interprétatifs au juge, lequel se trouve confronté à la nécessité d'éclairer le sens d'un texte ou d'apporter une réponse à une difficulté juridique inédite. Il s'agit en premier lieu d'un texte national, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
lequel est toujours en vigueur parce qu'il y est renvoyé dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui énonce que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant et à la mère, la protection de la santé. Ce texte ne peut toutefois être invoqué par les personnes physiques devant les juridictions nationales. Autant dire qu'il n'est d'aucune utilité directe pour les mères et leurs enfants. Il s'agit en second lieu de textes supranationaux. Ainsi, la Charte européenne du 3 mai 1996, publiée par le décret numéro 2000-110 du 4 février 2000, JO du 12 février 2000, proclame-t-elle dans son préambule, partie 1-11 que toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre. Il s'agit cependant là d'une affirmation générale. La Charte ne peut, pas plus que le droit constitutionnel, faire l'objet d'une évocation dans le cadre d'une procédure. Cependant, sur un plan collectif, les associations de défense de l'allaitement pourraient saisir le Comité européen des droits sociaux d'une plainte contre un État, par exemple la France, qui ne protégerait pas suffisamment les enfants allaités ou les mères dans leur choix d'allaiter, notamment sur de longues durées. Le comité pourrait rappeler un État à l'ordre, mais ne pourrait prendre aucune sanction directe contre celui-ci. L'article 11.2 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels énonce que les personnes ont un droit à une alimentation adéquate. Le Comité économique et social de l'ONU, à l'origine de cette convention, a émis en 1999 une série de commentaires interprétatifs, The Right to Adequate Food, Art. 11 EC 12 1999-5. Il énonce ainsi à l'article 9.1 que le droit à une alimentation adéquate implique notamment que les États prennent des mesures pour favoriser l'allaitement. Néanmoins, pas plus que les autres textes, celui-ci ne peut être invoqué par les particuliers en tant que norme. L'horizon s'est cependant éclairci depuis 2005 avec la reconnaissance, enfin, en droit français, du plein effet de la Convention internationale des droits de l'enfant. 4. L'existence de règles allusives. La France a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, qui avait été adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989. Cette convention comporte tout d'abord une disposition apparemment générale, qui cependant fait allusion à l'allaitement. L'article 24 fait en effet obligation aux États signataires d'assurer à l'enfant le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Il va de soi que ce n'est qu'en étant allaité qu'un enfant peut effectivement aspirer à un tel état de santé, non seulement durant son enfance, mais aussi au-delà. D'ailleurs, la Convention fait encore obligation aux États d'agir contre la malnutrition et la maladie, ainsi que contre la mortalité parmi les nourrissons et les enfants. Or, comme l'OMS l'a évalué, le non-allaitement tue chaque année 1,5 million d'enfants dans le monde. Cependant, sur ce point, la Convention ne se démarque pas des autres instruments conventionnels ou des textes nationaux. Là où la Convention innove, c'est lorsqu'elle énonce, art. 24e, que les États doivent en outre faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein. Cette mention de l'allaitement est naturellement intéressante dans la mesure où elle est plus directe que des allusions générales à la santé. Cependant, il apparaît clairement que les États ont pour seule obligation de communiquer sur le fait que l'allaitement présente des avantages et non sur le fait que le non-allaitement est dangereux pour la santé, ni sur la manière de mener à bien un allaitement, ce qui sous nos latitudes n'est pas une information inutile. A fortiori n'est-il requis aucune action en matière de commercialisation des laits industriels, ce qui est pourtant le nerf de la guerre. Avant 2005, la Convention n'avait en tout état de cause que très peu d'intérêt en droit français. Si elle primait sur le droit interne, comme toute convention internationale ratifiée, ce qui signifiait que le droit national ne pouvait la contredire, elle ne possédait pas l'effet direct. Cet effet direct signifie notamment que des personnes physiques ou morales peuvent invoquer les stipulations d'une convention devant leur juridiction nationale, dans le cadre de leur litige. Jusqu'à 2005, la Cour de cassation ne le reconnaissait pas à la Convention des droits de l'enfant, CAS. CIV, première, 10 mars 1993, Le Jeune, dès 1993, Jurisp, page 361,
Note Massip, RTD-CIV 1993, page 341, Note Other, RCDIP 1993, page 449, Note Lagarde, JCP 1993, I numéro 3688, Note Rubellin de Vici. Il faut donc se réjouir de ce qu'elle soit revenue sur sa jurisprudence antérieure, à l'occasion de plusieurs arrêts sans ambiguïté rendus en 2005, Cass. CIV première 18 mai 2005, Boule. CIV. I numéro 211, D 2005, page 1909, note VEGE accent aigu A, Cass. CIV 2 7 juillet 2005, pourvoi numéro 04 17 663, Boule. CIV 2 2005 numéro 188 page 166, Cass. CIV première 14 juin 2005, pourvoi numéro 04 16 942, Cass. CIV première 8 novembre 2005, pourvoi numéro 02 18 360, Boule. CIV 1 2005, numéro 404 page 338. Signalons au surplus que l'UNICEF a déclaré en 1997, communiqué de presse de l'UNICEF, 14 janvier 1997, que le Comité des droits de l'enfant, lequel est chargé de veiller à l'application de la Convention, même s'il n'a pas de pouvoir de contrainte, devait demander aux États lors de leurs rapports périodiques obligatoires, tous les 5 ans, de faire état de leur action en matière d'allaitement. En conclusion, il convient donc d'observer que le droit positif ne retient pas véritablement l'existence d'un droit à allaiter ou à être allaité. Il n'impose sous cet angle et pour l'essentiel que des contraintes générales, en termes sanitaires. En revanche, des questions juridiques spécifiques peuvent parfois être soulevées qui concernent cette fois directement l'allaitement. 2. La concurrence déloyale du lait industriel. Si les Françaises allaitent peu, c'est notamment parce que la sous-culture du biberon est envahissante. Et si elles laissaient, parmi d'autres raisons, parce que celles-ci subissent le feu roulant des publicités présentant de magnifiques bébés dans les bras de leur mère qui les nourrissent au biberon, VP. CAMUSWALTER, Enjeux économiques et commerciaux des laits infantiles, la santé de l'homme, CFES, janvier 1999. L'allaitement étant une donnée biologique, il ne se trouve évidemment nulle entreprise ayant intérêt à en financer la promotion. Le rôle de la publicité, du marketing direct et indirect, contenu des journaux pour parents par exemple, pour lesquels les industriels de l'alimentation infantile n'hésitent pas à dépenser des sommes considérables, est déterminant dans le choix des mères de ne pas allaiter. L'édiction du Code de commercialisation des substituts de lait maternel par l'Organisation mondiale de la santé en 1981, résolution numéro A34.22, traduisait une volonté particulièrement forte des instances mondiales pour protéger la vie et la santé des nourrissons. Le constat était amer. L'OMS avait confirmé supra que chaque année 1,5 million d'enfants décédaient des suites du non-allaitement, State of the World's Children 2001, Improved Breastfeeding Practice and Reduction of Artificial Feeding could save an estimated 1.5 children a year. Hélas, la force juridique de ce document est faible, section 1. Au contraire, les directives émanant de l'Union européenne ont une force juridique plus forte. Toutefois, par leur contenu, elles se trouvent fortes en deçà du code de commercialisation, empêtrées qu'elles sont dans les contradictions tenant à leur objet principal avant tout protecteur de la liberté du commerce, section 2. De plus, une directive doit être transposée en droit interne pour s'y imposer. Les textes français tardivement pris à cet effet se situent encore en deçà du cadre européen, à 1000 lieues du Code international, section 3. Autant dire qu'aucune politique encourageant véritablement l'allaitement maternel n'est menée dans notre pays. Section 1. Le modèle onusien. Le texte qui a servi d'inspiration aux médiocres normes européennes et internes est le produit d'une résolution de l'OMS en liaison avec l'UNICEF. Face au constat dramatique de l'implication du non-allaitement dans la mortalité d'un nombre important de nourrissons, l'OMS a rédigé un Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 1. Dont le contenu est particulièrement volontaire. 2. Il ne présente hélas pas à lui seul un cadre juridique obligatoire, ce qui permet à des pratiques commerciales agressives et abusives de perdurer dans le monde entier. 3. 1.
Présentation. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a aujourd'hui 25 ans. Il a été rendu nécessaire par le constat que les fabricants de lait de substitution agissaient de manière assez proche des alcooliers ou des cigarettiers. Il a hélas une valeur juridique limitée. Origine. Les premières démarches au niveau international pour réguler les pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel ont été associatives. Elles ont souvent pris la forme de boycott ou de dénonciation de telle ou telle pratique ou de telle ou telle marque, spécialement du géant Nestlé. Cette entreprise fait l'objet de telles campagnes depuis plus de 20 ans. C'est en 1979 que l'OMS et l'UNICEF ont tenu une réunion internationale sur l'alimentation des bébés et des jeunes enfants. Étaient présents des représentants des gouvernements, des associations concernées, des organismes de santé, mais aussi des compagnies. Malgré les pressions des compagnies et notamment de Nestlé, dont le vice-président écrivait au bureau exécutif de l'OMS en 1981 que l'industrie mondiale des produits de substitut du lait maternel trouvait le projet de code inacceptable, trop restrictif, inadapté et inapplicable, le site d'IPA /PRE. Le code devait être adopté en 1981. Résolution OIA 34.22. Depuis, les pressions de ce lobby n'ont pas cessé. Celui-ci a une approche très similaire à celle du lobby alcoolier. Il a d'abord résisté à l'édiction des règles, puis a résisté au contrôle de celles-ci. Il demande, comme ses homologues bouilleurs de cru, à s'autocontrôler par le biais de règles de déontologie ou normes équivalentes, élaborées de manière unilatérale ou au moins par la négociation. Il veut finalement qu'on lui accorde une entière confiance. Tout est préférable à ses yeux, à la soumission à des impératifs sanitaires. À moins de faire preuve d'une naïveté confondante, pour ne pas dire coupable, il ne peut raisonnablement dépendre des compagnies de lait de substitution, de diffuser des messages objectivement favorables à l'allaitement maternel et de s'abstenir spontanément de tenter de conquérir des marchés à ses dépens. L'objet même du code de commercialisation est de les contraindre à se soumettre à des standards communs sur toute la planète. Fondement. Les intentions de la résolution de 1981 sont d'abord annoncées dans son préambule. Celui-ci se présente comme un ensemble de constats. Il s'agit d'encourager et de protéger l'allaitement au sein, en tant que mesure sanitaire de première importance, pour réduire la mortalité, la morbidité et la malnutrition des enfants et, en positif, assurer à ces derniers comme à leur mère une santé optimale. Il s'agit aussi, à l'évidence, de lutter contre tout ce qui nuit à l'allaitement maternel. Mauvaise formation des personnels de santé, absence de volonté des politiques et des autorités sanitaires et surtout, étiquetage, publicité et promotion directe ou indirecte des substituts industriels du lait maternel. Il s'agit donc de donner à chacun des obligations et de prohiber les comportements irresponsables et prédateurs. L'ensemble de ces objectifs est d'ailleurs résumé par l'article 1er du Code. Cet article énonce en effet que le but du présent Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci sont nécessaires, sur la base d'une information adéquate et au moment d'une commercialisation et d'une distribution appropriée. L'ensemble des prescriptions techniques spécifiques du Code vise ensuite à tendre dans cette direction de manière résolue. Le Code de 1981 constitue en effet l'instrument juridique le plus volontariste dans le sens de la défense de l'allaitement maternel. Pour l'essentiel, il traite de toutes les pratiques pouvant lui nuire et fixe à chacun, autorités sanitaires, personnel de santé et surtout, industriels, des interdictions et obligations. Hélas, la portée juridique de ce texte en droit français est quasi nulle. Ses valeurs juridiques. Le Code international est certes sans valeur juridique obligatoire, 1. Pourtant, il exerce une importante influence à l'échelle planétaire, 2. Il soulève cependant des difficultés au regard de sa compatibilité avec les règles relatives à la liberté du commerce. 3. 1.
Caractère non contraignant. Tous les États membres de l'ONU ont adopté la résolution de 1981. C'est donc théoriquement l'ensemble de la planète qui a contribué à son élaboration, la France comprise. Cependant, participer à l'élaboration d'une résolution ne signifie pas pour autant être lié par celle-ci. En droit français, un code est un ensemble de normes contraignantes rassemblées dans un instrument uni. Il comporte souvent une partie législative, puis une partie réglementaire composée de décrets pris en Conseil d'État, de décrets simples et parfois même d'arrêtés. Aussi, l'utilisation du terme de code par la résolution de l'OMS de 1981 a-t-elle pu contribuer à générer, dans l'esprit de bien des membres d'associations spécialisées dans la défense et la promotion de l'allaitement maternel, une confusion. En réalité, la résolution de 1981 n'a aucune valeur contraignante. Une résolution n'a que la valeur d'une recommandation, ce qui, en droit international et comme son nom l'indique, signifie que les États sont encouragés à en suivre les indications, mais que cela n'est nullement imposé. Disons donc les choses très clairement, la France n'a nulle obligation de suivre les indications du Code de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est pourquoi elle a pu sans difficulté reculer à la fois face aux lobbies industriels et face à la crainte de rebuter son électorat féminin encore fortement conditionné par la sous-culture du biberon. Pourtant, par son contenu volontaire, le Code constituerait le seul document qui serait à même d'agir en profondeur sur les mentalités. Fort heureusement, son influence dans le monde est réelle. 2. Mais influence certaine. Le Code n'est pas sans influence, malgré son caractère non contraignant. Certes, au plan européen comme dans d'autres endroits de la planète, les transpositions qui en ont été faites sont souvent très timorées. Cependant, divers organismes en surveillent le respect par les États comme par les compagnies privées commercialisant des laits de substitution. C'est le cas sur le plan non gouvernemental, de l'OMS et de l'UNICEF. C'est le cas sur le plan associatif, des réseaux fédérés par IBFAN, PRE accent aigu C. En outre, comme il sera vu infra, le Code a une influence importante sur les États signataires. Un certain nombre l'a intégré dans son droit national, en partie ou en totalité. Ceux qui l'ont intégré en totalité ont d'ailleurs fait preuve d'un grand courage, car les pressions exercées par les industriels sont considérables. Ainsi, le Guatemala a-t-il fait l'objet de poursuites de la part de Nestlé pour avoir voulu agir ainsi. De leur côté, les compagnies qui commercialisent des laits de substitution ne soutiennent pas une position directement opposée au Code au prétexte qu'il ne serait pas obligatoire. Leur situation est assez proche de celle d'États non liés par des recommandations relatives aux droits de l'homme. Il n'est guère confortable, sur la scène internationale, de s'en déclarer détaché. Le Code ayant des fondements sanitaires essentiels et même vitaux, les industriels ne peuvent, sans ternir fortement leur image, déclarer purement et simplement qu'ils l'ignoreront. Leur position est plus généralement la suivante: prétendre se conformer au Code, tout en revendiquant l'application de normes moins contraignantes et partout sur la planète, continuer à en violer les recommandations. 3. La compatibilité avec la liberté du commerce. Aujourd'hui, certains industriels revendiquent l'inapplication du Code international et au contraire, brandissent la directive européenne de 1991, qui sera vue ci-après comme constituant un modèle. C'est qu'elle est fortement en retrait par rapport au Code. L'un des arguments des industriels est que ce dernier est incompatible avec les divers supports juridiques de la liberté du commerce, règles issues de l'Organisation mondiale du commerce, droit européen. Par exemple, le Code interdit la promotion et la publicité pour tous les laits de substitution, y compris les laits de suite, dits du deuxième âge, ainsi que pour les biberons et tétines, au contraire de la directive, qui se borne à interdire la seule publicité et pour les seuls laits pour nourrissons, dits de premier âge. La question juridique qui est soulevée ici est celle du droit pour un gouvernement, sur la base de considérations sanitaires, à limiter et même à interdire la promotion d'un produit et de ses dérivés. Naturellement, le droit à la santé étant, comme il a été dit supra, un droit de l'homme, il doit bonne logique prévaloir sur la liberté du commerce. Il en va ainsi en matière de tabac, d'alcool et de médicaments. Seul l'aveuglement généralisé, entretenu par les industriels,
au regard de la toxicité à court et à long terme des laits de substitution, explique que la proximité des problématiques entre ces produits et les laits industriels de substitution n'est pas encore été vue. 1,5 million de décès par an et un surcoût humain et financier au regard des maladies induites ou aggravées à court, moyen ou long terme qui n'a jamais été évalué, paraissent constituer des raisons suffisamment convaincantes pour faire prévaloir le code. Certaines associations souhaitent faire de ce texte une sorte d'équivalent de l'exception culturelle, naguère invoquée par la France pour le cinéma. Il entrerait ainsi dans le champ des accords internationaux sur le commerce, tout en autorisant des exceptions en matière d'allaitement. Comme le souligne à juste titre IBFAN, cette voie est dangereuse. En autorisant les industriels, nécessairement très influents au sein de l'Organisation mondiale du commerce, à participer à la refonte du code, on le condamnerait. Le code tel qu'il est constitue un outil indispensable à la préservation de la santé des bébés. Contenu. Si le code constitue un outil particulièrement craint par les industriels, c'est tout d'abord parce qu'il a un champ d'application très vaste. C'est ensuite parce qu'il s'attaque à toutes les formes de promotion, que ce soit par l'étiquetage, la publicité, ou le lobbying et les rapprochements peu déontologiques, avec les autorités et personnels sanitaires des États. Champ d'application. Le code ne se borne pas, comme le droit européen et français, aux seules préparations pour nourrissons. Il vise tous les produits susceptibles de constituer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.